Les PPP de recherche sont très récents et n'ont aucune notion. Alors pourquoi ces PPP de recherche? Le contexte général est né depuis la stratégie de Lisbonne en 2000, donc il y a pratiquement 15 ans, où l'Union européenne a fait un constat que l'Europe, que l'ensemble des États européens n'investissaient pas assez en R&D. Moins de 3% de leur PIB était consacré à la R&D, contrairement aux États-Unis et au Japon qui consacraient plus de 3%. Et l'avantage concurrentiel pour ces pays a été assez notable et bien avant la crise. Et on voit qu'avec la crise, cet avantage n'a pas été résorbé d'un point de vue européen, puisqu'on n'arrive pas à se sortir de la compétitivité, que ce soit au niveau innovation qu'au niveau social. Il y a vraiment une difficulté qui a été, dont le problème a été traité, ou du moins on a essayé d'apporter des solutions il y a plus de 10 ans. Ces 3% du PIB consacré à la recherche a été repris par la stratégie Europe 2020, qui est établie par la Commission européenne, par son prochain programme cadre pour la recherche et l'innovation, établit des nouvelles règles et réitère cet objectif de 3% de PIB dans l'Union européenne, du moins en moyenne. Puisque dans cette période de 10 ans, entre 2000 et 2010, les États n'ont jamais réussi à atteindre cet objectif. Alors, concernant plus spécifiquement la Commission européenne, les outils ont été les programmes cadres qui ont favorisé la recherche. Alors, sous le 6e programme cadre, c'était plus spécifiquement la recherche fondamentale. On va chercher à créer des briques technologiques, mais sous une base vraiment de recherche et non réelle d'innovation. On ne va pas chercher à innover, mais on va chercher à développer. D'ailleurs, le nom, pour l'anecdote, le nom change. Depuis 2014, il va changer. On était sous les programmes cadres de recherche et développement, 6e, 7e, programme de recherche et développement. Et là, depuis 2014, ça sera le programme cadre de recherche et d'innovation. On va essayer d'aller à une étape plus postérieure qui est vraiment de créer de l'innovation tant au niveau technologique qu'au niveau sociétal. Et Christophe Leroux saura apporter ses choix. Sinon, je vais essayer de me mettre au centre. Alors, au niveau français, la France a élaboré plusieurs lois, a mis en œuvre plusieurs lois. D'abord, en 2006, a créé des outils à un opérateur de l'État qui a pris son exerce sous la loi de 2010, mais qui est l'Agence nationale de la recherche, ANR, qui a été créée sous ce cadre, et également une nouvelle fondation, la Fondation de coopération scientifique, qui a pu permettre de réunir établissements publics de recherche, universités, établissements d'enseignement supérieur, et également des industriels. En France, la stratégie de recherche a été mise en œuvre, ou est mise en œuvre plus spécifiquement par la stratégie nationale de recherche et d'innovation, qui définit toutes les règles au niveau de l'innovation en France. Qu'est-ce qu'on veut établir, qu'est-ce qu'on veut réaliser et quel est notre objectif? Établir les règles. Cette première stratégie nationale a été mise en œuvre en 2009 et a été suivie de la loi de 2010 instaurant le programme d'investissement d'avenir, qui a instauré vraiment un cadre de financement de 35 milliards d'euros, dont 20 à 25 milliards d'euros consacrés au cofinancement de programmes cadres, au programme de recherche entre industriels et universités et organismes de recherche. Donc, programme de partenariat public-privé dans le cadre du financement. Concernant les objectifs, c'est vraiment de créer un effet de levier dans le cadre de l'innovation. Il n'y aura pas juste du financement public. On ne va pas soutenir un secteur particulier, mais on va chercher à stimuler tous les moyens de financement et autres moyens de mise à disposition humaine, notamment vis-à-vis à l'égard des organismes de recherche qui ont moins de financement que les industriels, mais qui peuvent apporter d'autres connaissances
qui seront valorisables dans le cadre de partenariats. L'approche marché est mieux intégrée dans les programmes cadres de recherche, puisque au préalable, avant ces partenariats publics-privés, on avait une difficulté à faire converger d'une part l'innovation par la recherche fondamentale, on était très en amont, et d'autre part l'industriel qui voulait appliquer cette recherche sur le marché. On avait vraiment une fracture qui était créée, on n'arrivait pas à la créer. Et ce programme cadre, ce programme d'investissement d'avenir cherche justement à créer ce lien. L'accélérer le transfert de l'innovation de la propriété intellectuelle, c'est dans la même lignée, c'est qu'on crée toujours de l'innovation au sein de ces grands organismes de recherche, dont le CEA. Cependant, on n'a pas tout de suite le lien avec les industriels. Et alors qu'on crée de l'innovation ou une invention, comme disait le professeur Matt, on n'a pas nécessairement une innovation. Il y a vraiment un temps d'attente entre l'invention et l'innovation, puisque le lien entre organismes de recherche ou établissements supérieurs qui créent ces inventions et les industriels, ce lien n'est pas encore créé et on a une perte qui est importante entre ces deux points. Alors, favoriser les PME, les ETI, ça c'est un point central dans le programme d'investissement d'avenir, qui est que certes on veut essayer de créer des partenariats avec des industriels, mais il ne faut pas que ce soit que avec des industriels, mais également favoriser des PME, notamment des start-up qui essaient de lancer des innovations sur le marché. Il y aura des aides qui vont être créées dans ce cadre-là, alors tant au niveau français qu'au niveau communautaire, pour pouvoir créer un stimuli pour ces PME. Alors l'excellence de la recherche est liée par la confrontation d'idées entre chercheurs d'organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur et industriels. Quand on voit un chercheur dans un organisme de recherche, il cherche pour chercher. Son lobby, c'est vraiment, on va chercher. L'idéal, c'est de trouver, on va essayer. Mais mon but, ce n'est pas nécessairement d'avoir une application de marché. Il y a des domaines où vraiment la recherche n'a aucune application, ou pas directement. Quand on voit l'astrophysique, pour parler pour le CEA, c'est de la recherche purement fondamentale. En application de marché, c'est assez difficile. Le CEA a néanmoins mis en place une innovation, puisque le robot qui est sur Mars dépend en partie des innovations établies par le CEA. Donc il y a vraiment une application, mais vraiment sur des cas très particuliers. Et d'autre part, on a vraiment le chercheur, ou plutôt l'ingénieur qui est dans les industriels. Lui, il va chercher, mais pour pouvoir mettre sur le marché un produit qui est vendable. On ne va pas chercher à inventer, mais à innover, à pouvoir créer justement un outil qui permet d'avoir des nouvelles parts de marché sur un secteur donné, ou créer un nouveau marché. Et la réseautique, ou le networking. Alors la réseautique, pour l'anecdote, c'est qu'en tant que juriste d'un établissement public, on m'oblige à utiliser des termes français, même si les termes anglais peuvent être parfois plus pertinents. La réseautique. Et le networking. Je me souviens d'une directive il y a bien longtemps du ministère de l'Éducation nous demandant de remplacer marketing par mercatique. On n'a jamais mis en place et puis finalement c'est tombé un peu l'idée. Donc là c'est la même idée. Alors soyons chauvins, commençons par la France. Alors concernant les PPP, là je rejoins les idées du professeur Matt, c'est que les PPP en France, il n'y a aucune définition. Donc on est toujours dans cet esprit de petits PPP. Ce sont des partenariats publics-privés qui sont créés de fait par des appels à projets. Dans ces cadres de ces appels à projets, on énonce qu'il faut des partenaires publics, qu'il faut des partenaires industriels, des entreprises, et que la part de financement entre ces entités doivent être égales. C'est ce fait qui crée les PPP, mais il n'y a pas de définition vraiment légale. Alors concernant les critères, comme je viens de le dire, c'est vraiment un partenariat institutionnalisé, c'est que c'est l'opérateur de l'État désigné par l'État via un contrat qui va
établir des appels à projets et énoncer dans ces appels à projets qu'il faut établir un partenariat avec des entreprises, soit par voie contractuelle, donc nécessairement c'est l'accord de consortium qui est choisi, soit par la création d'une entité légale dédiée. Alors, généralement, c'est une fondation de coopération scientifique, un groupement d'intérêt public, une société par action simplifiée ou une société anonyme. On a deux formes. C'est quand on parle de fondation, on est sous une entité qui est pas du tout mercantile. On va faire de la recherche, on va créer de l'innovation, mais tous les bénéfices qui sont générés seront réutilisés pour recréer de l'innovation. Et d'autre part, on a vraiment des sociétés commerciales qui vont créer de l'innovation et ensuite la commercialiser. Alors qui ? Ce sont pour la partie publique les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur, et de l'autre côté les industriels, comprenant les grands groupes industriels et les PME. Et comment ? C'est la mise en commun de ressources de toute nature. On a la nature financière, l'État va investir une partie de cette finance, les industriels également. Comme on verra tout à l'heure, dans une entité légale, les industriels pourront investir au capital directement. Ça, c'est pour la partie financière. Pour la partie humaine, c'est plutôt les organismes de recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur qui vont investir en termes humains. Ce n'est pas une notion mercantile, mais c'est, par exemple, quand on parle d'un accord de consortium, on va détacher une personne pour réaliser un projet particulier. Ça, c'est la partie humaine. Elle est liée également à la partie immatérielle qui est le savoir-faire. Le savoir-faire lié à la connaissance par exemple du CEA sur une innovation particulière, sur une invention qu'il veut mettre, connaît très bien les procédés, mais ils ont besoin d'avoir un stimuli lié aux autres mises en commun de ressources. Enfin, matériel, c'est l'apport de matériel particulier, une machine qui est incorporée au sein d'une société qui a été créée et qui va créer vraiment qui va être l'instrument pour créer l'innovation. Alors les limites, comme je l'énonçais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un concept, c'est plus un concept qu'une définition, on l'énonce par-ci par-là dans les cadres des appels à projets, ces notions, mais pas de caractère ferme du PPP en France du moins. C'est vraiment c'est lié au financement. On va chercher à créer deux parties, à allier deux parties qui vont s'allier pour créer quelque chose. Mais ce sont vraiment des critères qu'on a pu repérer à travers les projets, et ce n'est pas défini. Et d'ailleurs, en appliquant ces critères à d'autres projets, il n'est pas certain que l'institution va caractériser le projet en partenariat public-privé. C'est très particulier, on sent des balbutiements sur cette notion, et on attend à l'avenir pour savoir si vraiment, à niveau législatif, il y aura une loi qui va passer pour définir ce que c'est. C'est vraiment une véritable difficulté. Comment ? L'ordonnance de 2004 s'inscrit dans un autre contexte qui est le contexte d'infrastructures qui sont créées en partenariat public-privé, mais ce n'est pas une définition qui est liée au partenariat en cofinancement de recherche. On n'est pas du tout dans la même définition. Alors, concernant la mise en place de ces PPP de recherche, c'est d'abord l'État qui va diriger, qui va dire, par exemple à l'ANR, moi je vous confie une partie de ces appels à projets. L'ANR étant l'opérateur de l'État, on conclut une convention, vous avez une programmatique particulière, vous émettez les appels à projets dans cette programmatique, et ensuite, via ces appels à projets, l'opérateur de l'État, comme c'était l'ANR en particulier, va sélectionner, suite à ces appels à projets, va sélectionner un coordinateur. Le coordinateur peut être le coordinateur d'un consortium en particulier, si c'est par voie de consortium, ou si c'est une entité légale, c'est l'entité légale créée qui va conclure ce contrat entre l'ANR et le coordinateur pour obtenir les fonds spécifiques au financement.
de recherche. Et ensuite, on a le lien entre ce coordinateur, donc c'est du contractuel pour un accord de consortium spécifique, donc, qui lie le coordinateur qui est impliqué dans cet accord de consortium. Et on a des statuts de société pour vraiment créer ce lien entre ces partenaires publics et privés qui vont ajouter leurs contributions à cette société. Alors, pour parler plus spécifiquement de consortium, quand on réalise un projet par consortium, on voit ce cadre. Et la partie privée est représentée par les industriels, les PME et les entreprises de taille intermédiaire, d'une part. Et d'autre part, on a les partenaires publics que sont les établissements de recherche et d'enseignement supérieur. Donc, l'opérateur de l'État, c'est-à-dire l'ANR, il y a l'ADEME qui va agir, et le CEA, s'il est désigné en tant que tel, dans certains projets, va recevoir la subvention de l'État pour un programme cadre particulier. Quand on voit l'investissement des 20 milliards, c'est ça. On va chercher à subventionner une partie du projet, tout en sachant que ces 20 milliards qui sont utilisés, seule la partie génératrice d'intérêt est utilisée. Ce n'est pas ces 20 milliards qui sont utilisés en tant que tels. 20 milliards sont placés, ces 20 milliards génèrent des intérêts et ensuite sont réinvestis dans le projet. Et les autres projets, l'autre partie du financement dans le cadre de ce projet, sont les investissements par les partenaires. Dans le cas d'un consortium, c'est plus la participation, la désignation des work packages qui vont déterminer la participation des différents partenaires. Quand on crée, votre schéma, c'est une autre notion, c'est la participation des collectivités locales, à ne pas confondre avec l'ordonnance de 2004. C'est quand une collectivité locale participe à des PPP de recherche. Dans le cas d'un consortium, il participe indirectement. Il peut aider, par exemple, une université à s'établir. C'est différent. S'il a besoin d'un moyen particulier, l'université va aller voir la collectivité locale dont elle dépend pour demander un financement particulier. Après, c'est à libre appréciation de la collectivité de participer ou pas à ce financement. Concernant la Commission européenne, c'est pareil, c'est indirect. C'est pour un projet particulier. Par exemple, si on prend sur le numérique, la Commission européenne définit également, dans son programme 4, définit des lignes de financement dans le numérique. Et les partenaires pourront participer indirectement à ce programme. Ils vont participer pour obtenir des financements. Cependant, il faut bien avoir en tête que la Commission européenne ne peut pas financer, ne peut pas venir en doublon du financement de l'État. C'est illégal, ça fait partie de ces principes. Donc elle va vérifier, s'il y a un audit de la Commission européenne, elle va vérifier si par exemple, l'industriel qui a reçu de l'argent n'a pas reçu de l'argent par ailleurs, et auquel cas, il devra rembourser à la Commission européenne. Deuxième partie pour les PPP de recherche, c'est la création d'entités légales. La création d'entités légales, donc ici en bleu. Et là, la participation se fera dans le cadre de projet. Le PPP est principalement représenté en fait par la société ici. Le partenariat se crée ici, dans cette société. Et donc il y a une participation des industriels qui vont prendre des participations au capital, qui vont investir au capital. Et l'investissement qui est lié des partenaires publics au capital, ils participent indirectement. En fait, quand l'État investit dans ces projets, ils investissent indirectement par les partenaires publics, lesquels vont investir au capital. C'est un peu compliqué à expliquer, mais l'investissement se fait directement par cette voie, en prenant en compte les partenaires publics. Si on a 15 partenaires publics, le financement sera supérieur que si on en a 10. Donc comptabiliser le nombre de partenaires publics. Et en contrepartie, en fonction du partenaire public, il ne faut pas
oublier que le financement doit être partagé, donc 50% par des partenaires publics et 50% par des partenaires privés. Donc plus l'État investit dans une société pour les partenaires publics, plus les partenaires privés devront investir par ailleurs. Là, on arrive vraiment dans un concept assez particulier, puisqu'on a vu des projets tomber à l'eau, puisqu'on n'a pas réussi à obtenir suffisamment de financement pour la partie privée. Et l'État ne peut pas subvenir aux besoins d'une seule société, puisque s'il crée un avantage particulier sur un marché précis, la Commission européenne sanctionne. Ensuite, on a également la participation des collectivités locales et de la Commission européenne. Collectivité locale, on est dans le même cadre que tout à l'heure. La collectivité locale peut participer. Par exemple, si on crée une société, si on crée du dur, elle peut participer pour créer une route. C'est une aide, mais indirecte. En revanche, la Commission européenne, et quand on voit dans les principaux appels à projets, l'État incite à ce que l'entité légale créée participe également au projet de la Commission européenne. Et donc il y ait également un financement de cette commission dans des projets. Et on reste toujours sur le même principe, il ne faut pas que ce financement vienne en doublon avec celui de l'État. Alors deuxième point, les partenariats de recherche, partenariats plus privés de recherche au niveau européen. Et là, on rentre sous un autre concept qui est complètement différent, sauf en matière de définition, puisqu'il n'y a aucune définition, mais on voit une évolution au niveau européen. C'est que sous le 7e programme cadre, on n'avait aucune définition, mais on a vu l'émergence de nouveaux PPP, donc partenariat public-privé, mais avec une notion différente. C'est que la partie publique était représentée par la Commission et la partie privée était représentée par les industriels, les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, donc des parties publiques. C'est que dans la partie privée, on a également des parties publiques et des parties privées. Ça, c'est pour le contexte. La Commission a ensuite décidé d'institutionnaliser ces partenariats en créant une définition. C'est-à-dire que ces partenariats permettaient de créer une valeur ajoutée au sein de l'Union européenne, qui est vraiment une compétitivité industrielle. Donc cette compétitivité industrielle ne se fait que lorsque la Commission et donc la partie publique et la partie privée se coordonnent vraiment sur un projet à long terme. On va chercher à créer de l'innovation. Et au niveau des ressources engagées, on est sur le même principe que tout à l'heure. On va essayer d'avoir un cofinancement au maximum entre la partie privée et la partie publique. En sachant que il me reste encore combien ? 4 minutes. Donc concernant les schémas contractuels, on est vraiment dans un schéma différent, comme je commençais à vous l'expliquer. C'est que le partenaire public, c'est uniquement la Commission européenne et non les organismes de recherche qui ont un statut public en droit privé, français, et en droit vraiment français, droit national. En revanche, au niveau européen, ces parties publiques représentent la partie privée de ces partenariats publics-privés. C'est très compliqué à comprendre. On est sur un autre stade, beaucoup plus complexe. Partenariat public-public. Alors ça existe, mais là, pour le coup, c'est juste les établissements de recherche qui représentent la partie publique et la commission la partie publique. Mais là, dans ce cadre, il y a la partie publique, établissement de recherche et d'enseignement supérieur, industriel, qui vont se lier via une association, créer une association là de droit privé. Donc généralement, c'est l'association internationale sans but lucratif établie sous le droit belge, qui va représenter la partie privée et cette association va conclure un contrat, donc le CPPP, avec la Commission pour établir des objectifs, que vous expliquera tout à l'heure Christophe, d'un point de vue vraiment innovation. Et deuxième point, qui est la forme un peu plus élaborée, quand les parties ont vu
que le partenariat fonctionnait bien, ils vont essayer de créer une société sous le droit communautaire, donc la Joint Technology Initiative. Et là, on est sur une entité légale qui va être créée par la Commission européenne, la partie publique, et par la partie privée, donc l'AISBL, l'association représentant les industriels, les PME et les organismes de recherche et d'enseignement supérieur. Ils vont créer vraiment cette entité pour aller beaucoup plus loin dans les relations et créer une relation à long terme. Alors, il me reste combien de temps ? 2 minutes, c'est parfait. Alors, pour pouvoir comparer les deux principes, les deux partenariats de recherche européens et français, ce qu'il faut savoir, c'est comme je vous disais, en France, la partie privée, c'est uniquement les industriels, alors qu'au niveau européen, c'est les industriels avec les organismes de recherche et d'enseignement supérieur. Et au niveau partie publique, au niveau européen, c'est seulement la Commission européenne, alors qu'en France, ce sont, en vertu de leur statut, les entités publiques en tant que telles. Concernant les choix d'innovation, je ne sais pas si vous vous rappelez du schéma tout à l'heure avec l'État, l'opérateur de l'État et ensuite le coordinateur. C'est un choix qui est dirigé. C'est l'État qui va décider dans tel programme vous allez faire telle programmatique, telle action. C'est moi qui choisis. Ensuite, ce sont les partenaires qui décident ou pas de participer. Au niveau de la Commission européenne, c'est concerté. La Commission européenne va se lier avec des industriels, notamment, et des organismes de recherche et d'enseignement supérieur par ailleurs, pour pouvoir créer ce PPP et ensuite avoir une vision beaucoup plus globale. Qu'est-ce que l'on souhaite faire à long terme ? Et ça, c'est mon autre point. C'est vraiment le long terme qui prévaut dans l'Union européenne. Ça ne se limite pas à 2020, ça ne se limite pas à 10 ans comme en France, qui est plus du court terme. En France, c'est moi, ce que je veux, c'est que vous créez une entité, par exemple une société, mais qu'au bout de 10 ans, elle soit rentable. Vous commencez à générer des bénéfices et moi, je vais avoir un retour. Alors qu'au niveau de l'Union européenne, c'est qu'on crée un cadre et ensuite les financements viennent en soutien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le... Parfait. Merci beaucoup.